Alors, nous poursuivons avec Valérie Grenon qui nous présente la solution à tous nos problèmes. Le mycélium? Point d'interrogation. Pour la présenter, elle a obtenu une maîtrise en génie de l'environnement à l'ETS. C'est aussi une grande amatrice de plein air et depuis 2012, une joueuse de soccer par pur plaisir. Et elle est une passionnée de fromage. Pâte molle ou pâte dure? Pâte molle. Et elle considère que le secret, c'est d'être bien entouré. Hein? Alors, sur ces sages paroles, je lui laisse le micro. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du mycélium. C'est vraiment, si on veut, la solution à tous nos problèmes. Mais pour commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, qu'est-ce que le mycélium? En fait, on peut voir ça comme un réseau de neurones. C'est vraiment un amalgame de plein de filaments arrangés de façon vraiment dense. C'est la partie qui est souterraine du champignon, fait qu'on la voit pas. Fait que le champignon, normalement, ce qu'on mange, là, ce que tout le monde connaît, c'est vraiment comme la structure qui sert à la reproduction. Puis la partie souterraine, c'est vraiment la partie qui est la plus grande. En fait, 90% des végétaux sur Terre sont liés avec les champignons, dans une relation qu'on dit symbiotique. Fait qu'en fait, ce que ça fait, c'est que les deux vont s'échanger des nutriments, mais ça va être bénéfique pour les deux organismes. Fait que les champignons vont apporter tout ce qui est azote, phosphore, carbone, tandis que les végétaux vont apporter toute l'énergie via le glucose puis la photosynthèse. Donc, à quoi ça ressemble le mycélium sur pétri? Ben, moi, au début, j'ai eu une de ces images-là, moi, ça me fait juste penser à des corgis, là. Mais par contre, le mycélium, il n'est pas invincible. Quand on parle des changements climatiques puis de la déforestation, ben, ça affecte aussi la richesse des terres, puis ça affecte le mycélium. Tout ce qui est aussi agriculture moderne puis l'utilisation de fongicides, ben, c'est nocif pour les champignons. Fait que le mycélium, on peut un peu comparer ça à ce que les coraux sont pour l'océan, mais le mycélium, c'est ça qui sert à la Terre. Fait que l'incroyable règne des champignons. Je vais vous nommer plusieurs trucs, vous allez me dire si vous pensez que les champignons sont impliqués. Fait qu'on va commencer par la pénicilline, un antibiotique révolutionné la médecine moderne, effectivement. On parle de Penicillium notatum. En fait, c'est pas le champignon en tant que tel qui est utilisé, mais c'est un des composés qu'il produit. Ensuite, le fromage bleu. Encore une fois, le Penicillium roqueforti. Puis finalement, quand je vous parle de bière puis de pain, est-ce que c'est impliqué dans le règne des champignons? Oui, effectivement. C'est pas des champignons, c'est des levures, mais ça rentre dans le même règne. Donc ici, on a des emballages éco-responsables, du cuir ou de la cuirette, des panneaux acoustiques, puis du bacon vegan. Est-ce que, selon vous, ça a rapport avec les champignons? Étonnamment, oui. C'est tout à base de mycélium, que vous le croyez ou non. Il y a plusieurs entreprises qui se spécialisent là-dedans, fait que c'est vraiment intéressant. Fait que pour revenir à mon projet, on va commencer avec la laine rose, la laine de verre. Tout le monde connaît ça, c'est ce qui est grandement utilisé pour isoler nos maisons. Ben ça, en fait, c'est composé de silice. Puis la silice, ben, il faut que ça soit chauffé à des températures vraiment élevées pour être capable de donner la forme de la laine de verre. Fait que chauffer autant, mais c'est pas très éco-énergétique, on s'entend. Fait que est-ce qu'on serait capable d'utiliser les champignons pour en faire des panneaux pour l'isolation thermique? Fait que ça, c'était en fait le sujet de mon projet. Fait que moi, j'ai utilisé Pleurotus striatus, plus connu sous le nom de pleurote en huître. C'est un champignon qui est comestible. Son rôle, c'était d'agir un peu comme la colle, comme le liant du matériau. Ensuite, il y avait les copeaux de frêne, qu'eux, ils savaient vraiment faire la structure. Et les grains de sel, que c'est un peu comme l'engrais, c'était le catalyseur pour que ça pousse plus vite. Puis à la fin, ben moi, on aurait pu faire des panneaux, là, mais moi, c'était plus sous la forme de briques à cause de contraintes d'espace. Fait que l'avantage du matériau, c'est qu'à la fin de sa vie utile, ben, il est 100% compostable. L'économie circulaire là-dedans, c'est le frêne. En fait, à cause de l'épidémie d'agricule du frêne qui affecte Montréal et un peu tout le Québec depuis 10-15 ans, ben, il y a vraiment beaucoup de frênes qui sont morts puis qu'on doit trouver des débouchés. Fait que la réduction sous forme de copeaux, ben, c'est vraiment... c'est beau pour faire du paillis, là, mais à un moment donné, on a assez de paillis, fait que faudrait trouver d'autres débouchés.
Fait que comment j'ai procédé, en fait, la culture du mycélium, c'est un peu comme faire de la culture comme faire du pain. Ça nécessite plusieurs étapes, avec des temps d'attente entre chacune des étapes. Fait que ça commençait sur gélose. Un coup que la gélose était toute blanche, toute colonisée, ben, je raclais tout ce qui était blanc, tout ce qui était le mycélium. Je le mettais dans des grains de sel qui étaient stériles. Un coup que le sel il était rendu tout blanc, lui aussi, tout colonisé, ben je mettais le sel colonisé dans mon frein, mais j'attendais encore que ça devienne tout blanc, tout colonisé. Par la suite, on parle d'un intervalle d'à peu près 2 semaines dans chacune des étapes, là, quand tout va bien. Ensuite, je l'ai mis dans des moules pour lui donner la forme désirée. Puis un coup que le mycélium avait vraiment pris tout l'espace du moule, ben là, j'ai pu démouler, le faire cuire ou sécher au four pour inactiver le champignon, pour que le matériau reste inerte. Là, on ne veut pas que les champignons commencent à se propager dans les murs. Puis ensuite, deuxième partie du projet, ben, c'était caractériser. Ça a-tu vraiment un potentiel pour l'isolation? Fait que, en résumé, j'ai été, mettons, pour l'insonorisation acoustique. On veut tous pas entendre notre voisin qui parle le soir, fait que c'est bien que le son passe pas. Puis aussi pour l'isolation thermique, idéalement, le chaud, on veut pas qu'il rentre l'été, puis le froid, on veut pas qu'il rentre l'hiver. De quoi que ça a l'air au microscope? L'image de gauche, c'est au microscope optique, là, fait que dites-vous que ce qu'on voit, c'est à peu près la grosseur d'une tête d'épingle. C'est un copeau qui a été colonisé par le mycélium, fait qu'on voit vraiment tous les filaments, tandis qu'à droite, c'est au microscope électronique à balayage. Tous les petits ronds, si on veut, c'est comme des filaments qui vont éventuellement se créer pour agrandir le réseau de neurones. Fait en conclusion, oui, c'est possible de remplacer la laine de verre par des solutions plus écologiques. C'est aussi possible de donner une deuxième vie à de nombreux déchets végétaux. Là, j'ai utilisé le frêne puis les pleurotes en huître, mais on pourrait faire d'autres combinaisons selon les affinités. Puis, effectivement, les champignons peuvent apporter plus de bien que de mal. Fait que voilà, merci de votre écoute. Encore une fois, cher public, le micro est à vous. Bonsoir. J'avais juste une question. Est-ce que dans la caractérisation du matériau, il y avait celle de flexion ou des choses comme ça? Est-ce que ça allait plus se casser, être plus friable? Oui, j'avais un test de compression, en fait, là, mais là, c'est sûr qu'on ne l'utilise pas en structure. Là. Ouais, mais je te dirais que le principal problème, c'est qu'un coup que la forme est faite, on ne peut pas vraiment couper le matériau. Okay. C'est trop friable, fait que c'est vraiment, faut que tu lui donnes ta forme voulue dès le départ. Okay. Mais bon, il pourrait avoir... Donc genre en panneau direct. La technique pourrait très grandement être améliorée, là, c'est expérimental. Non, très cool en tout cas, bravo. Merci. Est-ce qu'il y a des endroits qui ont prévu d'utiliser peut-être un test pilote dans une maison? Au Royaume-Uni, ça a été homologué par leur espèce d'agence là, comme matériau reconnu, mais j'en sais pas plus de détails, là, mais ouais, ça a de l'avenir. On espère. On espère. Salut, merci pour la présentation. À quel point c'est possible d'en produire à grande échelle et c'est quoi les différences en termes de prix, de coût de production par rapport à ce qui se fait actuellement? C'est une très bonne question. En grande échelle, le principal problème, c'est l'espace. Parce que comme je vous ai dit, moi, c'était pas optimisé comme processus, là, mais j'avais environ 2 semaines d'attente entre chacune des étapes, ce qui nous mène à 1 mois et demi, 2 mois pour obtenir le matériau. À grande échelle, ben là, on aurait vraiment besoin d'espace d'entreposage. Dans l'aime de verre, les matériaux rentrent, puis à peu près 1 heure après, c'est ressorti de l'usine, puis c'est prêt à être commercialisé. Là, si on parle de 1 mois et demi, 2 mois d'attente, c'est long. C'est pas très viable. Il faut aussi que tout le processus soit stérile, fait que c'est compliqué à grande échelle. Puis, c'était quoi la deuxième partie de ta question? Est-ce que ça coûte cher? Ah oui, c'est vrai. Ça pousse à 25 degrés Celsius dans mon cas, là, fait qu'on peut quasiment dire température ambiante, fait que côté du chauffage, ça coûte pas grand-chose. Le mycélium, on peut le propager de façon indéfinie. Dès que ta souche, tant que ta garde viable, tu es capable de la propager. Fait que théoriquement, tu l'achètes juste une fois. Puis les copeaux de freine, s'il y en a trop, puis il y a de la place à l'expansion, puis la ville de Montréal ne sait pas quoi faire avec, ça se peut très fortement que tu essaies à bas prix. Fait que je te dirais que non, ça coûterait pas trop cher. Salut. Excuse-moi, c'est quoi les substrats que vous avez utilisés pour faire le test, pardon? Les substrats, le matériel, c'était la paille? C'était des copeaux de freine puis des grains de sel. Ah, des grains de sel. Bon, c'est très bien ça. Est-ce que vous avez déjà envisagé utiliser
les grains secs, mais sur un schéma d'économie circulaire, mais plutôt pour l'alimentation humaine, c'est-à-dire enrichissez avec toutes les propriétés du mycélium déjà, puis le devenir en farine ou quelque chose comme ça. Puis, est-ce que ça c'est dans les cadres de vos études là? Ben, en fait, si on prend les champignons, on pourrait prendre les mycorhizes, là, c'est déjà utilisé en agriculture pour justement favoriser la croissance, si on veut. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais comme favoriser la relation symbiotique entre, mettons, le plant de seigle, dans ce cas-ci, puis le champignon. Là, mais non, théoriquement, les grains de seigle ne font pas partie de l'économie circulaire parce que, comme tu as parlé, ça rentre dans l'alimentation humaine. Fait qu'idéalement, on s'en servirait pas, on trouverait un autre engrais ou catalyseur qui pourrait faire le même job. Là. Bon point. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a déjà des études qui ont été faites pour savoir quelle est la durée de vie en fait d'un isolant à partir de mycélium, d'une part, puis d'autre part, est-ce que ça peut pas servir de bouffe à des insectes, par exemple, qui pourraient venir, ou des souris, ou peu importe, là? Est-ce que ça peut avoir une incidence sur la durée de vie du matériau? C'est une très bonne question. Je te dirais que côté opinion publique, ça va être si ça part à grande échelle, éventuellement, ça va être le plus gros défi. Ouais. Pas à ce que je connais pour la durée de vie. C'est sûr qu'ils sont capables de faire, comme j'ai présenté tantôt, des emballages, c'est à courte durée de vie, là, on ne parle pas d'isolation. Puis côté insectes, ben, tu sais, tout le côté humidité, là, s'il y a de l'humidité qui revient, est-ce que le champignon recommence à pousser? Ce qui est une probabilité, mais en même temps, si tu as une infiltration d'eau chez toi, tu vas tout ouvrir tes murs, tu vas tout stripper, puis tu vas enlever ton isolant. Fait tu ferais la même chose dans les deux cas. Fait ça n'aurait pas tant d'impact. Puis en termes de fin de vie, là, qu'est-ce que... C'est un isolant comme ça, admettons qu'on rénove la maison, on enlève l'isolant parce que, bon, peu importe, il ne fit plus avec le nouveau design. Qu'est-ce qu'on fait avec le matériau? Éventuellement, on le composte, tout simplement? Tu le graines dans ton jardin, puis t'attends une couple de mois, là. Ah ouais, tu le compostes, là. Ouais. OK, d'accord, merci. Merci.